Allumez votre microphone, s'il vous plaît. Le microphone. Bonjour Madame la Présidente. Je vous remercie de me donner la parole. Je m'appelle Laurent Gbagbo. Mai 1945 à Gagnoa, en République de Côte d'Ivoire. Oui, je ne parle que français. C'est votre langue maternelle. Malheureusement. C'est votre langue maternelle. Les conditions de ma détention à la cour ici, à la cour à La Haye, sont correctes. Les conditions normales de détention d'un être humain. Mais c'est mes conditions d'arrestation qui le sont moins. J'ai été arrêté le 11 avril 2011 sous les bombes françaises. La résidence du président de la République a été bombardée du 31 mars au 11 avril. Et c'est dans ces décombres-là, le 11 avril, pendant qu'on bombardait la résidence qui était déjà à terre, nous on s'est cachés dans les trous de la résidence et une cinquantaine de chars français encerclaient la résidence pendant que les hélicoptères bombardaient. C'est dans ces conditions-là que j'ai été arrêté. J'ai vu devant moi mourir mon ministre de l'Intérieur, Tagro. J'ai vu mon fils aîné, qui est encore détenu en Côte d'Ivoire. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi on l'a arrêté. C'est peut-être parce qu'il est mon fils. Je l'ai vu battu. J'ai vu mon médecin personnel qui était avec moi, le docteur Blé, qui est encore à Korogo. Je l'ai vu battu, j'ai cru même qu'il allait mourir, mais Dieu merci, il n'est pas mort. Mais Tagro a eu moins de chance, le ministre de l'Intérieur. C'est dans ces conditions que ça s'est fait. Bon, je ne vais pas continuer parce que on n'est pas dans le procès, mais je veux dire, les conditions de l'arrestation sont celles-là. C'est l'armée française qui a fait le travail. Et elle nous a remis aux forces d'Alassane Ouattara qui n'étaient pas encore les forces régulières de Côte d'Ivoire, puisque les forces régulières travaillaient avec moi. On nous a donc amenés à l'hôtel de Golfe, qui était le siège de campagne et le siège d'Alassane Ouattara, le 11 avril. Et le 13, l'ONUCI m'a transféré, enfin nous a transféré moi et mon médecin personnel, nous a transféré à Korogo, à peu près à 600 km au nord de la Côte d'Ivoire. J'étais logé dans une maison. Il y avait un lit, une moustiquaire, une douche, donc la salle, j'avais 2 repas par jour à ma demande, parce qu'on m'avait proposé 3, mais je ne voyais pas le soleil. Je ne savais ce qui se passe dans le ciel que quand il pleuvait sur le toit. Les quelques rares fois où j'ai vu le soleil, que quand mes avocats sont venus, et ils sont venus à cause des difficultés, rarement même Maître Altit est allé jusqu'à Korogo, il a fait 2 jours, on l'a empêché de me rencontrer. Et ça a été tout le temps comme ça, une bataille entre les avocats et mes geôliers pour que je puisse voir. Alors, c'est pas... Je pense que ça, ce n'était pas correct. Bon, là aussi, je vais m'arrêter parce que c'est pas une séance pour apitoyer les gens. Hein,
j'essaie de décrire ce qu'il y a à dire. L'enfermement. L'enfermement. Sans pouvoir marcher, sans pouvoir voir le ciel, sans pouvoir sortir, a fait que j'ai eu de nouvelles pathologies, en plus de celles que j'avais déjà. Et je ne suis plus un jeune homme, comme vous le voyez, madame. Je ne suis plus un jeune de 20 ans ni de 30 ans. J'ai aujourd'hui 66 ans. Aujourd'hui, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à tous les poignets, j'ai mal. Ici même, quand je suis arrivé, heureusement, on m'a fait des radios, on me donne des médicaments. Voilà ce que je souhaitais dire. Sur mon transfert à La Haye, madame, moi, je suis toujours surpris par certains comportements. Si on me dit, Gbagbo, tu vas aller à La Haye, je monte dans l'avion et je viens à La Haye. Mais là encore, on nous a trompés. On m'a appelé, on me dit que je vais rencontrer un magistrat à Korogo dans le cadre de je ne sais plus quelle affaire. On a attiré mes avocats là-bas et pendant qu'on discutait, le juge d'application des peines est arrivé avec un papier que je n'ai d'ailleurs pas lu. Voilà le mandat d'arrêt. Donc immédiatement, il faut qu'on fasse une séance. Ils ont improvisé là, alors que mes avocats n'étaient pas préparés à ça. Alors que moi-même, je n'étais pas préparé à ça. Ils ont improvisé là une séance de jugement pour que la Cour donne son autorisation à mon enfermement. Madame, je ne regrette pas d'être là, je suis là, on va aller jusqu'au bout. Mais je veux dire qu'on peut faire les choses de façon plus normale. On n'a pas besoin de se cacher. On n'a pas besoin de... j'ai dirigé ce pays pendant 10 ans, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Et quand cette séance volée s'est achevée, mon jury m'a pris dans la voiture pour me ramener à mon lieu de détention. Et puis à un moment, je vois qu'on dépasse le lieu de détention. Alors je lui dis, mais on a dépassé l'endroit. Il me dit, non, on va à l'aéroport parce que l'aéroport n'était pas éclairé. À partir de 18h30, il faut que l'avion s'envole. J'ai dit, je vais où? En avion. Il n'a même pas eu le courage de me dire, vous allez à La Haye. Il me dit, vous allez à Abidjan. Alors j'ai ri, parce que j'avais compris. Mais c'est comme ça que je suis venu sans rien, avec mon pantalon et ma chemise. Sans rien. Du tout. Donc je signale cela pour que vous puissiez prendre des précautions pour que prochainement, dans d'autres pays, dans d'autres cas, cela ne se répète plus parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça fait croire qu'il y a des gens qui sont de mauvaise volonté, qui n'ont pas envie de comparaître. Si on m'accuse, c'est qu'on a des éléments de preuve pour m'accuser. Donc, je comparais, je vais voir ces éléments de preuve, je vais les confronter à ma vérité, à moi, et puis vous jugerez. Ici, bon, on vit normalement, hein. Ici, il n'y a pas de... Ici, je n'ai pas de problème. Ici, je n'ai pas de problème. Voilà. Voilà, madame.